D'abord, merci avant tout à Marcel Gaucher d'avoir accepté notre invitation. On est vraiment très heureux et très honoré de sa présence. Je ne vais pas vous faire la présentation de Marcel Gaucher d'abord, parce que ce n'était pas nécessaire, et en plus, c'est ce que le tutoriel va le faire quand même. Donc, je ne sais pas si ce qu'il va faire est non nécessaire, mais en tout cas, comme vous le savez, Marcel Gaucher est un des penseurs les plus importants de notre pays. Son œuvre est multiforme, mais en même temps, c'est dans un pays qui a de plus en plus les séries, il s'inscrit bien, puisque chacun des livres fait un continuum avec le précédent, et nous allons le comprendre aujourd'hui. D'une certaine façon, le fameux désenchantement dont il nous parle est un peu matriciel par rapport à ce que nous allons dire ce soir. Cette question démocratique, elle est au cœur des réflexions du laboratoire, vous le savez bien. Au cœur de ces réflexions, il y a des risques, des périls pour la démocratie aujourd'hui, ce qui parfois nous amène à avoir des approches un peu défensives, c'est-à-dire comment faire face à ces périls. Mais nous devons aussi avoir des approches offensives, c'est-à-dire quelles sont les valeurs de la démocratie et surtout à quelles conditions un idéal de société démocratique peut se présenter pour le futur, et qu'avons-nous à dire aux jeunes en particulier sur ce sujet, puisque je tiens toujours à insister sur ce point. Les activités fondamentales du laboratoire, c'est de se développer dans les universités, les grandes écoles, pour que la jeunesse ait une grille de lecture républicaine et démocratique dans ces temps qui sont parfois pas si républicains et pas si démocratiques, compris dans les milieux académiques. Et puis je voudrais vous dire deux mots d'abord, parce que c'est la fin de l'année et que donc au nom du laboratoire de la République, et je leur ferai après, je vous présente bien des vœux et je vous souhaite très bonne fin d'année. Je voudrais dire que Pierre-Henri Tavoyot, qui est si lié au laboratoire et qui est présent, sera le prochain invité le 21 janvier. Donc d'ores et déjà, inscrivez-vous. Et que ce sera là aussi un moment tout à fait d'ailleurs cohérent avec ce que nous allons entendre ce soir. Vous dire aussi que comme vous le savez, vos dons et adhésions sont plus que bienvenus et qu'il y a une urne pour cela dehors. Et puis enfin que les causes sont multiples, j'allais dire hélas, pour se mobiliser, et qu'actuellement nous sommes particulièrement mobilisés pour Boualem-Sansal. Vous savez, avant-hier, nous avons co-organisé un grand meeting au Théâtre de la Liberté. Il y avait plus de 1000 personnes qui sont venues, dont plusieurs d'entre vous, et je vous en remercie. Et cette mobilisation va continuer par des comités de soutien dans les universités, à l'étranger aussi. L'éditeur de Marcel Gaucher et Gallimard est particulièrement concerné, puisque c'est aussi l'éditeur de Boualem-Sansal. Et c'est donc tout un réseau, par exemple, d'écrivains que nous mobilisons actuellement. Pour ma part, mobiliser une trentaine d'écrivains latino-américains ces derniers temps dans ce sens. Et vous êtes tous bienvenus pour l'activité, malheureusement probablement au cours que nous allons avoir pour avoir une mobilisation générale derrière lui, qui est un cas grave s'agissant de la personne Boualem-Sansal qui a 80 ans et qui est malade, et qui, au-delà du cas même de Boualem-Sansal, est je dirais, une affaire de principe absolument fondamentale, puisqu'on a à l'état pur une violation de la liberté d'expression par l'emprisonnement arbitraire d'un homme qui n'a commis pour tout crime que celui de s'exprimer. Et donc, il y a évidemment une question très importante, qui est aussi une question internationale. Ce que nous cherchons à faire, c'est qu'elle ne soit pas purement franco-algérienne, mais qu'elle soit réellement universelle. Et c'est la mobilisation de la jeunesse d'une part et la mobilisation internationale d'autre part seront des clés de réussite pour ce que nous visons, c'est-à-dire sa libération. Ce cas nous montre bien que, au-delà de toutes les complexités qui vont maintenant se voir, il y a aussi de la simplicité dans le combat que nous menons, et que cette complexité conceptuelle dont nous allons parler ce soir, elle va aussi vers de la simplicité pratique, c'est-à-dire à la fin, ce pourquoi nous nous battons, c'est très concrètement pour qu'un homme ne soit pas en prison à raison de ses idées, et ce point-là est évidemment fondamental, et c'est ce qui va être aussi très illustré ce soir. Donc merci à toutes et à tous, et sans plus attendre, nous allons entendre notre invité Eurice Couture. Alors Marcel
Gauchet, merci d'être présent. Avec Chloé Morin, d'habitude, on se partage les tâches et on avait décidé qu'elle vous présenterait, vous et votre œuvre, et que moi je parlerai du livre et qu'on alternerait nos questions. Puisqu'elle est retenue dans un train, je vais faire son travail, ça tombe bien, elle m'a envoyé le texte de son intervention, donc je vais simplement la répéter en regrettant son absence. Alors donc, vous êtes historien, sociologue, nous vous devons un grand nombre d'ouvrages qui ont laissé une marque profonde dans le paysage intellectuel français. Nous fêterons l'an prochain les 40 ans de la première publication du Désenchantement du monde. Vous avez créé la revue Le Débat en 1980 avec Pierre Nora, revue qui a disparu après 40 ans d'existence et comme beaucoup de gens, je déplore très profondément la disparition de cette revue. Chloé insistait sur le fait que vous êtes une incarnation même de l'ascension républicaine, parce que vous avez commencé comme instituteur, puis universitaire, et vous avez connu donc cette ascension républicaine méritocratique que nos grands-parents et parents ont connue, je la cite, mais que nos enfants ne connaîtront peut-être pas. Elle est pessimiste, Chloé. Vous faites partie, écrivait-elle également, de la famille de plus en plus nombreuse des hommes et des femmes de gauche excommuniés par la gauche autorisée et admirés par la droite. Vous nous direz tout à l'heure si vous estimez encore être de gauche, écrivait-elle. Bon, ces questions viendront après. Et maintenant, je vais dire deux mots du livre qui nous rassemble ce soir, Le Deux démocratique, qui est paru il y a 2 mois. Dans ce livre, vous montrez à quel point la démocratie libérale, nos démocraties, sont rentrées en crise parce que le couple sur lequel elle reposait est rentré en tension puis en crise. Ce couple est le suivant. D'une part, il y a la souveraineté collective, la souveraineté démocratique et nationale, le fait que les peuples veuillent décider de manière commune de leur avenir ensemble. De l'autre, il y a l'individu, son émancipation, ses droits, toujours plus nombreux, qui sont rentrés ces dernières années en contradiction avec cette volonté nationale, cette volonté collective. Cette tension, elle a été gérée longtemps, vous expliquez comment, vous expliquez pourquoi. Elle est rentrée en tension, vous l'expliquez également. C'est pour résumer de manière extrêmement rapide le propos de votre ouvrage, qui bien sûr est autrement plus complexe que ce que je viens de résumer. Pour poser un diagnostic sur notre crise, et c'est ça qui est intéressant pour nous aujourd'hui, c'est parce que nous sommes aujourd'hui dans une crise politique, une crise institutionnelle, une crise de régime, mais vous montrez qu'en réalité, ce sont des effets de surface, que plus profondément, il y a une crise plus générale, et on le voit au fait que cette crise n'est pas seulement réservée à la France, dans la situation que nous a laissé une Assemblée nationale sans majorité, mais que cette crise, elle est générale dans le monde des démocraties occidentales, ou pas d'ailleurs occidentales, dans le monde des démocraties libérales. Nous sommes aux prises, vous le montrez très bien dans la plupart de nos pays, d'une confrontation entre ce qu'on appelle les élites libérales, d'une part, et d'autre part, le populisme. Vous montrez bien que progressivement, à l'intérieur même de la droite et de la gauche, ce clivage est en train de se généraliser et plus ou moins de prendre le pas sur l'autre. Alors maintenant, une série de questions. Je dis aussi que votre livre est plus accessible que la plupart de ceux que vous avez proposés auparavant. Notamment, je signale les 4 volumes de L'avènement de la démocratie, qui est un travail absolument unique aujourd'hui en France d'archéologie intellectuelle des soubassements des régimes démocratiques qui sont les nôtres. Mais donc, passons tout de suite aux questions sur votre ouvrage, et surtout sur la manière dont il peut, dans votre réflexion, peut nous expliquer les soubassements cachés, mal connus, mal compris, de la crise qui nous traverse toutes nos démocraties. Première idée, et on revient au premier texte que vous avez, enfin le premier livre qui vous a rendu certaines célébrités, vous montriez La sortie de religion. Là, vous nous expliquez qu'en réalité, nous n'étions pas complètement sortis de la religion, en termes de théologie politique, mettons, mais que cette fois-ci, la rupture est complète, et que c'est une des raisons de cette crise, que la sacralité qui s'attachait au pouvoir, que la sacralité du pouvoir qui était celui de nos élites politiques, quelque part, avait ses sources dans la sacralité qui était celle des monarchies d'antan, et qu'aujourd'hui, alors,
Moi, j'avais du mal à vous suivre parce qu'il me semblait que la sortie de religion, elle datait de 1905. Mais vous nous dites que la sortie de religion, elle est plus récente que ça. Qu'est-ce que vous entendez par là? Je vous disais, il faut distinguer deux choses. La religion saisie au niveau explicite des adhésions individuelles d'une part et d'autre part du rôle public qui lui est reconnu. Alors de ce point de vue-là, la France est pionnière en 1905 de la scission radicale entre le rôle du politique d'un côté et le rôle des religions de l'autre. Ce sont deux mondes séparés. Je fais observer au passage que pendant très longtemps, néanmoins, la place de l'Église est restée, et de l'Église catholique pour les Français, d'autres églises ailleurs, est restée en suspens. On ne savait pas très bien ce que c'était qu'une Église. Et c'est à date tout à fait récente qu'il y a eu une sorte de consensus implicite qui se traduit maintenant d'ailleurs dans le droit, et par exemple à l'échelle européenne en dehors de la France, dans les politiques de désétablissement des églises, là où en terre protestante les églises avaient un statut officiel. Il est clair aujourd'hui que les églises sont des organisations de la société civile, au même titre que les partis politiques, les syndicats, les familles de pensée diverses et variées. Mais ça date de tout récent. Ça date, en fait, le mouvement, on peut le suivre très précisément, ça date des années 1970. C'est où la chose devient claire et où les politiques de désétablissement des églises, je pense en particulier à la Suède, où ça a été qui a été pionnière en la matière, montrent qu'il ne suffit pas de décréter institutionnellement que les églises n'ont rien à voir avec l'exercice de l'autorité politique pour que ça soit une situation acquise dans la tête des acteurs de tous les bords. Donc, eh bien, c'est plus vrai encore à un niveau profond. Et c'est là, c'est l'argument principal de ma thèse, c'est que les religions ont été d'abord et surtout, à travers l'histoire, et jusqu'à une date tout à fait récente, des modes d'organisation collective, des manières de comprendre les articulations fondamentales de ce qui fait une société, et que cette place, après avoir été désétablie du point de vue institutionnel, a continué d'informer les esprits, les mœurs, les sensibilités, très au-delà même de l'adhésion consciente des personnes. D'abord, nous avons eu au XXe siècle un phénomène extraordinaire qui est en train de s'effacer un peu des consciences, et à tort d'ailleurs, qui ont été, qu'il faut appeler effectivement, en donnant de la rigueur au concept, au-delà d'un simple aspect descriptif, des religions séculières, c'est-à-dire des manières de réinvestir en termes laïques, en termes séculiers, le fond religieux de la vision de ce qui fait une société, avec non plus un monarque, mais des dictateurs personnifiant le pouvoir et sollicitant l'adhésion des masses, avec une organisation de l'unanimité collective, avec l'idée, qui nous paraît rétrospectivement folle, mais qui a mobilisé des millions de gens, sur le continent européen en particulier, et pas seulement, que nous étions en vue de la fin de l'histoire, qu'on était au bord de la réalisation finale de la bonne forme collective, qui s'appellerait communisme pour les uns, pour les autres c'était plus vague, mais disons c'était le règne de la nation, l'impérium germanique, le Reich de Milan, etc. Donc, il ne faut pas se tromper sur nous sommes victimes, en fait, d'un préjugé né du mouvement même de sortie de la religion, qui fait que nous ne comprenons plus collectivement ce qu'a été la religion. Et je reviens sur l'actualité immédiate, il est clair que les démocraties occidentales sont totalement désarmées face au mouvement islamique, parce que, massivement, dans ces sociétés, la compréhension des religions n'est plus là. Donc on dit, mais comment vous faites des histoires? Ils croient ce qu'ils veulent. Mais justement pas. La religion, ça n'est pas qu'une manière de croire, ça n'est pas qu'un contenu intellectuel ou une adhésion sentimentale, c'est une vision du monde humain, et qui a une prégnance tout à fait particulière, pour des raisons qu'on peut d'ailleurs clarifier, dans le monde musulman, en effet. Donc,
C'est de cela qu'il faut parler quand on parle de religion. C'est de cette emprise que le fait religieux, qui a été le fait humain primordial depuis qu'on connaît des sociétés humaines, et a laissé une empreinte jusqu'à une date tout à fait récente, et en fait conditionner largement les représentations politiques, y compris des démocraties. La compréhension implicite de ce qu'était le rôle d'un pouvoir démocratique. Nous l'élisions, certes, mais il jouissait quand même d'une espèce de prééminence naturelle qui fait qu'il n'avait pas de peine à établir la subordination des citoyens, qui acceptaient de se reconnaître dans son autorité, l'autorité de l'État. Voilà un concept qui en France a eu un relief tout à fait spécifique. Qu'est-ce qu'il veut dire aujourd'hui? Cela se marquait dans la manière dont, spontanément, les acteurs étaient capables de faire des collectifs. Il y en a un qui a eu une prégnance tout à fait particulière, qui est le collectif auquel nous ne pensons plus, qui est la famille. La famille était le corps social minimal, avec toutes les contraintes que ça impliquait de définition des rôles, la hiérarchie des sexes, ça va de soi, la hiérarchie des générations. Le grand phénomène anthropologique de notre époque, c'est la désinstitutionnalisation de la famille. La famille est devenue une affaire privée. Elle a été, à travers toute l'histoire humaine, l'affaire publique par excellence. Et en dernier ressort, il y avait une organisation religieuse de la temporalité collective qui légitimait le lien du passé, du présent et de l'avenir, dont le point d'application par excellence était l'éducation. Je vais citer un auteur qui n'est pas la tasse de thé a priori, mais qui a une formule que je trouve extraordinaire pour ça, parce qu'elle résume en quelques mots l'essentiel du problème, qui est Gramsci. Gramsci, qu'est-ce que l'éducation? Une génération s'empare d'une autre et la met à sa place. Je cite très mal la phrase exacte, mais l'idée y est. Est-ce que nous pouvons penser aujourd'hui l'éducation comme l'appropriation par la génération en place de la génération qui va lui succéder, qui met à sa place en lui assignant sa mission, hein? Le passé saisit le présent pour fabriquer le futur. Il y a, là aussi, cette articulation des temps valait pour tout, pour la politique, au premier chef. On faisait des programmes, on avait un projet de société qui a aujourd'hui, oui, il y a des programmes politiques qui sont en général des catalogues de la redoute politique, hein, où chacun peut trouver à peu près faire son marché. Non, c'est pas ça un programme. Un programme, c'est une philosophie de ce qui nous est arrivé dans le passé qui autorise une projection vers l'avenir raisonnée à laquelle on peut travailler d'une manière concertée, à l'échelle collective. C'est aujourd'hui d'ailleurs le trait probablement le plus spectaculaire de la scène politique, c'est la disparition de la dimension même, non pas encore une fois du programme au sens empirique, mais du projet politique. C'est-à-dire de la vision d'un avenir désirable qui englobe l'ensemble des activités collectives, de l'économie, l'éducation. Quelle image de la société du futur le politique est-il aujourd'hui en mesure de proposer? La réponse est simple, à chacun sa vision. Le seul problème, dans un cadre libéral bien compris, John Rawls en a fait la philosophie, étant de ne pas empiéter sur la vision de l'autre. À l'arrivée, d'ailleurs, aucune vision n'est plus possible. On peut le montrer assez simplement. Voilà, c'est ça qui nous arrive. C'est que nous sommes, pour de bon, sortis de l'emprise immémoriale. Ce n'est pas un petit événement, c'est une rupture historique extraordinaire. Comme les résultats sont un peu piteux, nous n'en faisons pas un grand événement. Mais c'est un très grand événement quand on raisonne à l'échelle de l'histoire. Nous sommes pour de bon hors de ce qu'a été le moule primordial des sociétés depuis qu'on les connaît. C'est pas une chose banale. Donc il y a de quoi prendre le taureau par les cornes si on veut maîtriser une situation qui nous échappe complètement. Et nous échappe complètement parce que les repères sur lesquels nous nous appuyons, ce sont des faits. Et à un niveau très simple,
il est devenu à peu près impossible dans les sociétés occidentales de faire société, au sens faire un groupe, faire un parti, faire une école, faire... Plus rien de tout ça n'existe. Et la rupture est spectaculaire parce que nous sommes dans un pays qui a eu un art tout à fait particulier, en dépit du caractère réfractaire bien connu des Gaulois, de faire société, avec une forte dimension, d'ailleurs hiérarchique, et une forte dimension d'adhésion, de coopération, de solidarité, tous des termes qui ont été particulièrement investis dans notre pays, de solidarité de classe, par exemple. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a aujourd'hui encore des solidarités de classe? Oui, il y en a à un niveau implicite, local, micro-social, mais rien qui puisse définir un collectif. Nous ne savons plus faire collectivité d'aucune manière, que ce soit sur le plan politique ou sur tout autre plan. C'est voilà, une rupture de premier ordre qui oblige à réviser ce que nous pensions être la religion que nous pensions connaître et maîtriser. Par l'absence, nous voyons qu'elle était bien autre chose que ce que nous comptions pouvoir saisir sous ce nom. Mais Marcel Gauchet, au cœur même de votre réflexion politique depuis le début, il y a l'idée d'autonomie. La société qui est régie par une religion, c'est une société hiérarchisée qui reçoit son ordre de l'extérieur, des grands fondateurs, d'un prophète, d'un grand ancêtre, et qui reproduit, qui essaie de reproduire les lois qui lui ont été données de l'extérieur. Vous appelez ça l'hétérogénéité, ça vient d'ailleurs. Nous sommes dans un régime d'autonomie, vous le dites. Hein. Mais cette autonomie, à la fois, elle concernait jusqu'à présent, de manière assez harmonieuse, à la fois le pouvoir politique qui décidait hors de l'autorité d'un grand ancêtre, d'une tradition ou d'une religion révélée, et l'individu qui s'émancipait de la même manière par rapport aux pouvoirs établis, aux hiérarchies traditionnelles. Et ces deux mouvements de libération, d'émancipation, étaient parallèles et non pas contradictoires. Si j'ai bien compris en vous disant, le problème c'est que c'est devenu contradictoire. Comment et pourquoi? Nous sommes là dans une zone difficile à saisir, qui est celle des implicites sociaux, dans une société qui ne veut connaître que l'explicite. Pour nous, c'est la signification nouvelle qu'a prise le terme de droit. Le droit, c'est une affaire technique, essentielle dans la vie sociale, puisque c'est la définition des normes qui font tenir ensemble la collectivité. Mais il allait de soi que, d'ailleurs, c'est encore une banalité enseignée dans beaucoup de manuels, le droit est l'expression de la société. Mais non, nous sommes dans une société qui ne se pense plus comme société, mais qui pense d'abord les relations entre les individus sous forme de droit. C'est ça, c'est un changement infinitésimal. Les mots n'ont pas changé, sont les mêmes, mais le mot a pris un autre sens. Droit, c'est devenu ce qui lie les êtres sur la base de leur consentement. Et il faut avoir enseigné à des niveaux un peu modestes pour voir la difficulté qu'il y a aujourd'hui à faire comprendre ce que signifie l'obéissance à une loi qu'on s'est donnée. Moi, on ne m'a pas demandé. Le mécanisme représentatif, par exemple, dans ce cadre, n'est simplement plus compris. Hein. D'où il n'y a que la vision référendaire, où sur toute décision qui engage la collectivité, il faut demander l'avis de tout le monde, peut-être même des enfants, parce que c'est le dernier front pionnier qui nous attend, paraît-il, le droit de vote à la naissance. Bon. On verra les modalités d'exécution, si ça doit prendre compte. Mais c'est très révélateur. Il n'y a que du droit entre les personnes. Or, en fait, nos sociétés fonctionnaient sur un implicite qui fait que l'être ensemble, le fait collectif, était premier, à l'intérieur duquel on aménageait ensuite des règles. C'est une inversion totale. Le premier, c'est l'individu. Et la société doit procéder de la libre expression du consentement des individus sur tout ce qui peut les lier. C'est un défi inouï, d'une certaine manière, que de prétendre se passer de cette donnée qui est l'être en société avant toute manière de la gérer ensuite. Hein, il faut, je crois que ça donne l'idée, la mesure d'ailleurs d'un problème qui est immense, hein, c'est le problème anthropologique qui est devant les démocraties.
nous allons devoir faire en conscience ce sur quoi nous nous reposions implicitement. C'est-à-dire, oui, c'est le social, le fait que nous sommes liés, que nous naissons dans des collectifs, que nous sommes fabriqués par ces collectifs, en réalité, c'est pas quelque chose qu'on peut supposer, c'est quelque chose dont il faut admettre l'idée préalablement à ce qu'on peut faire ensuite collectivement. C'est une énorme, là encore, c'est un défi gigantesque qu'il faut assumer de façon consciente. C'est pourquoi il y a, il me semble, une réforme de l'entendement démocratique qui est imposée par les circonstances simultanément à la démocratie. Il y a déjà... Il y a quelques années, déjà, vous avez provoqué un débat en disant « les droits de l'homme ne font pas une politique ». Et on comprend maintenant ce que vous vouliez dire à l'époque, quand vous nous expliquez qu'en réalité, par exemple, la justice qui rend la justice au nom, enfin l'appareil qui rend la justice au nom du droit, le fait dorénavant, vous le dites dans ce livre, de plus en plus, de manière à protéger l'individu contre les empiètements de la puissance publique, alors que pendant longtemps, le juge était plutôt celui qui punissait celui qui avait enfreint la loi sociale, l'intérêt du collectif. Là, il y a une mutation très importante. Alors, vous pouvez revenir sur cette idée que les droits de l'homme ne font pas une politique, parce que moi, j'avais quand même, je suis d'une génération, la génération des droits de l'homme, pour qui précisément la lutte pour les droits de l'homme, la lutte pour les libertés individuelles, a marqué de manière sensible la conscience politique que nous avions quand nous voyions à l'époque, de l'autre côté du rideau de fer, chez les Khmers rouges, et aujourd'hui à nouveau dans les régimes autoritaires de Chine, d'Iran, de Russie, on voit à nouveau, et je ne parle pas de la Corée du Nord, on voit à nouveau que le combat pour les droits de l'homme, les droits de la femme, redevient d'une grande actualité. Pourquoi vous ne vouliez pas, et pourquoi vous ne voulez toujours pas construire une politique quelconque sur l'idée des droits de l'homme? Écoutez, j'appartiens à la génération antitotalitaire qui a quelques rapports avec la génération des droits de l'homme dont vous parlez. C'est pas difficile d'être pour les droits de l'homme quand vous avez affaire à la tyrannie iranienne, au pouvoir algérien d'aujourd'hui ou aux diverses dictatures qui fleurissent sur la planète. Et ça va de soi. Donc, dire que les droits de l'homme ne sont pas une politique ne signifie pas qu'on est hostile à l'idée des droits de l'homme. C'est au contraire dire qu'il y a un problème de bon emploi des droits de l'homme. C'est très différent. Les droits de l'homme sont un point de départ. C'est le principe dont nous pouvons nous passer, le seul principe de légitimité dont nous disposons. La légitimité collective sort des droits individuels de chacun. Ça, je crois que c'est le point de départ de la démocratie. Mais ce n'est pas son point d'arrivée. C'est-à-dire qu'à partir de ce point de départ, vous construisez des gouvernements légitimes, puisqu'ils ont pour eux l'adhésion de la majorité, mais ça ne dit pas ce que vont faire ces gouvernements en matière de politique. Et à partir de l'idée des droits de l'homme, à partir... Oui, on l'entend nettement mieux, je l'entends moi-même. À partir de l'idée des droits de l'homme, on peut définir la liberté, les libertés des parties individuelles, mais on ne peut pas définir ce qu'on va faire de la collectivité dans son organisation générale. Sinon, le programme est très simple, on va dire, c'est là la limite d'ailleurs du fameux préambule de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, le but de l'organisation sociale est la conservation des droits individuels. Non, le but de l'organisation sociale, il est à définir entre les sociétaires dans tout l'ensemble de ces modalités. Et les droits de l'homme ne répondent pas à cette question. Prenons un problème très empirique d'aujourd'hui. Nous sommes effectivement confrontés à un problème géostratégique, géopolitique,
de la place de ce qu'est l'Occident, Europe, ou en tout cas, limitons-nous à l'Europe, nous voyons bien, est-ce que la lutte contre le totalitarisme soviétique, plus ou moins renaissant sous un nouveau visage, en tout cas sous forme d'impérialisme russe, et est-ce qu'à partir des droits de l'homme, on définit un plan de lutte politique contre ce que représente cette tentation-là? Évidemment pas. Et je peux énumérer, est-ce qu'à partir nous avons un immense problème devant nous de l'éducation, je parle devant l'autorité de gens qui savent mieux que moi de quoi il s'agit, est-ce qu'on peut dire, à partir de l'idée des droits de l'homme, vous allez construire une politique éducative, et ainsi de suite? Vous pouvez prendre l'ensemble des problèmes qui se posent à nous. Il faut les droits de l'homme au point de départ, et une analyse de ce qu'est la situation historique, sociologique des collectivités pour définir un plan d'action à leur égard. Et en fait, à quoi aboutit la politique des droits de l'homme, pour autant qu'elle n'ait été jamais réellement mise en œuvre, ce que je ne crois pas, mais on voit bien l'inspiration. L'inspiration, c'est tout simplement une vision libertaire de la vie collective, où la liberté de chacun doit primer sur toute autre considération. Est-ce que ça définit une collectivité? Est-ce que ça définit un état social désirable vers lequel il y a mieux de temps d'être se mobiliser? Non. Voilà, c'est assez simple en fait. Dans votre livre, dans ce livre, vous parlez énormément de ce que vous appelez le néolibéralisme, en faisant bien attention de ne pas rentrer dans les définitions polémiques de ceux qui combattent ce fameux néolibéralisme. Et vous nous expliquez, et c'est très original, et ça a été relevé par pas mal de commentateurs de votre ouvrage, que pour vous, le néolibéralisme ne procède pas d'un état de l'économie, qui serait simplement la mondialisation, la libéralisation des marchés, etc., mais qu'au fond, cette réorganisation de l'économie mondiale procédait bien davantage de soubassements sociétaux, que c'était plutôt la société des individus qui appelait quelque part la mondialisation, et non pas comme l'auraient pensé les marxistes, et vous n'aimez pas du tout les marxistes de ce point de vue-là, que ce soit l'infrastructure qui nous provoque, qui crée des superstructures adaptées à son exercice. En quoi donc pouvez-vous nous expliquer que le néolibéralisme procède d'un état de la société et non pas d'un état de l'économie mondiale? Alors, je crois qu'un des enjeux intellectuels importants de l'époque est de se libérer pour de bon d'un marxisme basique devenu une espèce de vulgate à tous usages et consensuel en fait. C'est ça, c'est assez extraordinaire. La pensée révolutionnaire d'hier est devenue la base naïve de la pensée d'aujourd'hui. Même Alain Minc est marxiste. Dans ce cas-là, que sommes-nous? Parce qu'il y a une facilité qui correspond à des apparences et à des données factuelles qu'il ne s'agit évidemment pas de nier. Là, j'ai proposé tout simplement de renverser la perspective, non pas ce que peut expliquer l'économie, mais ce qui explique l'économie, ce qui est très différent. C'est-à-dire que ce n'est pas le fait premier, c'est un fait institué, propulsé par une logique sociale qui met effectivement l'économie au premier plan, mais ça ne veut pas dire qu'elle s'y est mise toute seule. C'est collectivement qu'elle y a été mise, qui est fort différent. Et donc c'est ce ressort-là qu'il faut comprendre. Quels sont les deux événements majeurs qui définissent l'état de nos sociétés, pas seulement à l'échelle occidentale, mais à l'échelle globale? Effectivement, la mondialisation par en haut, qui est un fait, à mes yeux, j'ai essayé de le montrer en détail par ailleurs, un fait politique, et par en bas, l'individualisation des sociétés. Sachant, quand vous avez ces deux faits-là, donc il faut, je ne vais pas vous infliger une interminable analyse historique, quand vous avez ces deux faits-là, vous comprenez immédiatement que l'économie change de place par rapport à ce qu'elle était. Dans le libéralisme classique, c'est la liberté de l'économie à l'intérieur des nations. Il y a un cadre politique
à partir duquel il y a une discussion droite-gauche sur le degré de liberté de l'économie, sur le degré de contrôle public, sur le degré d'appropriation éventuelle des moyens économiques par les États. Mais ce cadre-là, il a volé en éclats. Vous remarquerez d'ailleurs que même les marxistes les plus déchaînés, comme il en existe pas mal encore dans le monde académique, ne réclament plus l'appropriation collective des moyens de production. Le nouveau programme, si je puis dire, des radicaux de l'anticapitalisme, c'est faire payer les riches. Mais les riches procédant du capitalisme, on ne voit pas bien où est l'anticapitalisme en résultat. Je remarque qu'il y a toutes les contradictions programmatiques là. À partir du moment où vous avez cette situation, les cadres politiques qui contenaient l'économie sont des faits. Alors effectivement, ce n'est pas les capitalistes qui ont décidé de conquérir le monde, c'est le monde qui s'est ouvert à eux. Et pourquoi n'auraient-ils pas saisi cette opportunité? Il n'y avait aucune raison qui les en empêchait. Donc le néolibéralisme, la différence avec le libéralisme classique, c'est qu'il n'opère tout simplement pas du tout à la même échelle. Le libéralisme est global, le néolibéralisme est global, là où le libéralisme classique était local, il était contenu dans des cadres qui, du coup, le permettaient d'une prise sur lui. Là, le principe néolibéral par excellence d'aujourd'hui, c'est l'économie échappe par principe au gouvernement politique. Ça ne veut pas dire, d'ailleurs, il y a une position nuancée là-dedans qui est tout à fait possible, qui donne en gros les gouvernements réformistes que nous connaissons diversement en Occident. C'est-à-dire, c'est aux communautés politiques de s'adapter à l'état de l'activité économique globale. C'est tout à fait une perspective différente de celle que nous connaissions. C'est les mots de tous les jours des journaux économiques, compétitivité, attractivité. Ça veut dire que nous sommes subordonnés à un état global de l'économie auquel nous devons nous adapter. Mais il n'y a pas de complot à la base, il y a une sorte de données nouvelles de l'organisation globale des sociétés, de leur mode de coexistence, qui crée cette situation néolibérale dans laquelle nous sommes contraints d'évoluer. Encore une fois, pour moi, néolibéralisme, ce n'est pas un gros mot, c'est une option légitime par rapport, qui n'est pas la mienne, mais ce n'est pas le problème, par rapport à un état de fait qui est la situation devant laquelle nous avons à penser ce que peut être une démocratie, avec le degré évidemment fondamental qu'implique dans une situation comme la nôtre, néanmoins un contrôle de l'économie qui ne sera pas effectivement une appropriation politique de l'économie. Ça n'existe plus, ça n'est plus simplement possible. C'est plus un horizon et c'est de fait reconnu par tous les acteurs, encore une fois. Votre réflexion implique beaucoup de réflexions sur la nature du totalitarisme. Et dans ce livre, vous nous dites à un moment que, quelque part, nos démocraties libérales sont en crise parce qu'elles sont le symétrique inverse des totalitarismes. Vous pouvez expliquer en quoi le totalitarisme et nos démocraties souffrent de mots qui sont exactement symétriques, opposés? Oui, je crois qu'on gagne beaucoup pour l'intelligence de la crise que nous connaissons à faire le parallèle avec ce qu'a été la précédente grande crise des démocraties, la crise totalitaire. La crise totalitaire, c'est, par exemple, en premier chef, c'est l'ambition d'une saisie totale de la collectivité dans le politique, et un politique en général, presque systématiquement, personnifié. Pour nous, le très frappant et problématique d'ailleurs de la vie démocratique d'aujourd'hui, c'est la dépersonnalisation radicale des fonctions d'autorité et du pouvoir, avec l'impossibilité de fixer même une sorte de visage du politique qui soit friable. Il faut dire que nous sommes dans des situations qui, en France, s'il y en avait besoin, illustrent assez bien le phénomène, ou des personnalisations illusoires, c'est-à-dire fugaces, hein, où tout d'un coup, il y a un enthousiasme pour un dirigeant qui, quelques mois plus tard, est renvoyé aux poubelles de l'histoire sans que personne s'en rappelle. C'est un phénomène très frappant. Hein, l'incapacité d'incarner le pouvoir, d'une certaine manière. Là où le totalitarisme, c'était l'incarnation du pouvoir et sa capacité à tout régenter. Parce que le totalitarisme, c'est le pouvoir idéologique.
C'est-à-dire l'idée qu'il n'y a pas une activité sociale qui ne relève de l'idéologie au pouvoir. Il y avait le cas soviétique est évidemment parce qu'il a eu le temps de s'établir et de durer courant, il y avait une association des colombophiles bolcheviques, etc., etc. Je ne vais pas détailler, dans le sport c'était inénarrable, parce qu'il était entendu qu'il était possible de rattacher la moindre activité collective à l'idéologie régnante. Et puis, vous aviez évidemment, ce qui est le trait qui a d'ailleurs justifié le mot totalitaire le plus, c'est la capacité d'embrigadement de la société dans des organisations diverses et variées auxquelles rien ne pouvait échapper. Mais nous sommes exactement à l'opposé. C'est-à-dire, pour nous, la difficulté, c'est encore une fois, de créer des collectifs solides dans lesquels les acteurs se reconnaissent, auxquels ils adhèrent, auxquels ils participent. Il y a une déliaison des individus qui a justifié d'ailleurs des diagnostics qui me semblent très discutables mais qui descriptivement sont justes, comme la société liquide, c'est-à-dire l'impossibilité de coaguler en quelque sorte des noyaux sociaux solides dans lesquels les acteurs se reconnaissent. Nous sommes passés aux antipodes, en fait, du totalitarisme sous l'ensemble de ces aspects. Et je crois que l'un éclaire l'autre, parce que nous avons du mal à saisir l'état présent de nos sociétés, parce qu'il est fuyant, effectivement, alors que, si je puis dire, le rêve totalitaire, c'était de faire des sociétés solides, hein, vraiment, où l'identité de chacun n'est faite que de sa participation à l'identité commune. La fortune du mot même d'identité signifie que l'identité, pour nous, ça ne se définit qu'à l'échelle des références individuelles à des collectifs, mais qui ne font pas des collectivités. Hein. Parce qu'une collectivité, c'est une communauté qui a la capacité de fixer ses règles à ses membres. C'est précisément ce qui nous fait défaut. Alors, précisément, on peut parler des identités. Vous faites de la montée en puissance des identités le substitut de ce qui fournissait aux individus leur tradition autrefois. Paradoxal parce que les traditions, c'était un thème conservateur, et dans la logique woke, les identités sont pensées au contraire dans le registre de l'opposition entre les minorités persécutées, marginalisées, face aux majorités qui les écrasent, les dominés contre les dominants, etc. Comment on est passé d'un registre des traditions qui était encore une fois un registre conservateur au registre des identités, et pourquoi faites-vous un parallèle entre les deux? La tradition, c'est ce qui s'imposait à tous, parce que c'était un héritage historique. Il faut faire attention au mot de tradition au passage, parce que c'est pas simplement une invocation d'un folklore. Quand on parle, mettons, en France par exemple, qui nous est familier, de la tradition républicaine, de la tradition révolutionnaire, on ne parle pas de choses folkloriques, on parle de choses qui imprègnent la vie collective, qui sont des références spontanées et immédiates auxquelles les individus se rapprochent, pour ou contre d'ailleurs, hein, dans ces cas. Comme il y a une tradition royale, il y avait c'est des choses très prégnantes. La nouveauté, c'est que, justement, les identités, elles ne s'imposent pas à vous, vous les revendiquez. Ce qui fait qu'il y a autant d'identités que d'individus, en réalité, et que la capacité fédératrice des dites identités, au-delà de mobilisation très spontanée et, en général, sans durée, va pas loin. Hein, précisément, c'est des identités anticollectives, tout en se réclamant de la collectivité. Mais ça, c'est le trait général de ce qui se présente aujourd'hui sous une forme molle dans nos sociétés comme idéologie, c'est l'autocontradiction permanente. On fait le contraire, on fait une chose, on dit le contraire. Ça ne dérange personne, apparemment. Mais ça n'a rien à voir, justement, avec la cohérence qui était capable d'insuffler les traditions telles qu'on les entendait jusqu'à une date assez récente. En fait, je crois que le dernier, c'est une blague, hein, ne la prenez pas trop au sérieux, le dernier endroit où il y a encore de la tradition, au sens fort, dans nos sociétés, c'est dans les groupes gauchistes
qui vont à l'enterrement de leurs dirigeants avec drapeau rouge et chant international unanime. Là, on a une tradition, voilà. Mais c'est le contraire des wokistes que vous évoquez. Non, absolument pas ce genre de référence à leur répertoire. Pour reprendre des exemples dans l'actualité que vous évoquez, pas mal dans votre livre par ailleurs, on a, si on vous suit bien, mais de toute façon tout le monde serait à peu près d'accord avec vous, plus ou moins le clivage droite-gauche d'autrefois a été remplacé par un autre, je le disais d'emblée. D'un côté, vous avez des populistes qui prétendent reprendre le contrôle et qui prétendent que les États sont capables de reprendre le contrôle des flux migratoires, des flux commerciaux, de la sécurité publique, etc. Et de l'autre, les fameux néolibéraux qui prétendent au contraire que les États devraient en faire moins, qu'ils devraient prélever moins, que l'économie s'en porterait mieux, et qu'il faudrait redistribuer moins également. Vous situez où entre les deux? Nulle part. J'essaie d'échapper à ce dilemme fatal qui me semble absolument mortifère. Justement, je crois que c'est notre tâche que d'essayer de construire une alternative crédible à ce genre de dilemme. Alors, je ne dirais pas que le clivage traditionnel droite-gauche est simplement remplacé par ce nouveau clivage qu'on a du mal à identifier, parce que le populisme, c'est effectivement plutôt une démarche politique qu'une identité partidaire. Mélenchon est populiste autant que Marine Le Pen. Donc il y a un populisme d'extrême gauche et il y a peut-être un populisme officiel en la personne du président Macron qui a mené une campagne typiquement populiste en 2017 pour l'emporter dans un compte. En quoi? Notamment par une chose, le contournement de tout système de corps intermédiaires, partis, associations. C'est l'adhésion directe à un homme. Ça, c'est le type même de la politique populiste. Un individu qui personnifie leur relation directe avec un sentiment de masse. Donc c'est pour dire que, justement, c'est des éléments qu'on retrouve un peu partout. Et il n'y a pas davantage de populisme cohérent que le populisme rassemble des gens de droite et des gens de gauche. L'électorat du Parti populaire, du Parti communiste français, est passé massivement au Rassemblement national. Donc c'est pour ça qu'on est devant quelque chose de déconcertant. On a un mélange, une superposition de deux clivages. La droite et la gauche subsistent, mais il y a par-dessus intervient un nouveau clivage qui regarde les démarches politiques davantage encore que le contenu. Bon, le contenu, c'est très simple, c'est souveraineté du peuple contre individualisme libéral, avec, dans cet individualisme libéral, une contradiction. Il y a un néolibéralisme, je crois que c'est un point très important à établir. Il y a un néolibéralisme de droite qui est classique, celui que vous avez cité, on ne veut pas payer d'impôts, moins de fonctionnaires, etc. Bon, mais il y a un néolibéralisme d'extrême gauche, qui est un libertarisme radical, et qui évidemment fait très mauvais ménage avec les libéraux classiques. Comme il y a des populistes de droite et des populistes de gauche, il y a des néolibéraux d'extrême gauche, en particulier de la gauche. La gauche étant en France sous la domination de l'extrême gauche depuis, j'oserais pas dire toujours, mais presque. Donc, on les retrouve, ils suivent, ils ne précèdent pas. Mais il y a un néolibéralisme d'extrême gauche. Je crois qu'il faut bien mesurer ça pour comprendre ce qui se passe et le brouillage qui en résulte dans les cervelles d'une grande partie des citoyens, évidemment. À un moment dans ce livre, vous dites, vers la fin, que la démocratie libérale, les démocraties libérales auraient besoin d'un deuxième temps, après avoir subi des métamorphoses significatives, un moment pour s'ajuster aux ébranlements collectifs, pour faire le point, pour s'ajuster, pour reprendre vos mots. En ce moment n'a pas eu lieu, vous le dites, depuis que la mondialisation a ouvert un nouveau cycle historique, c'est pour ça que vous proposez d'ailleurs de réfléchir sur ses effets concrets et sur ses causes. Mais justement, en ce moment que nous vivons, j'ai l'impression, moi, que l'ère de la mondialisation est en train de s'achever, puisqu'on voit le retour à des empires commerciaux, et de ce point de vue-là, la présidence Trump nous fait rentrer dans un tout nouveau cycle historique qui n'est plus du tout celui de la mondialisation, mais celui précisément où les populistes entendent reprendre le contrôle, si Trump le fait,
J'imagine que beaucoup d'autres vont se ruer derrière. Alors, puisque vous nous proposez de réfléchir à ce qui nous est arrivé pour éviter certaines erreurs du passé, de renouveler certaines erreurs du passé, qu'est-ce que vous proposeriez comme moment historique aujourd'hui pour essayer de faire le point sur ce qui nous est arrivé? Qu'est-ce que vous proposez pour qu'on ait... Parce que un des grands points, à mon avis, très important de votre ouvrage, c'est que vous nous montrez pourquoi nous avons perdu le sens de notre avenir. Pendant longtemps, précisément la République, c'était ce qui nous unissait de manière collective assez forte et qui nous indiquait un avenir dans lequel, quand nous aurions disparu en tant qu'individus, le peuple auquel nous avions adhéré continuerait derrière nous. Un des grands problèmes d'aujourd'hui, c'est qu'on a perdu ce sentiment de continuité historique, de continuité culturelle, de continuité nationale. Encore une fois, pour revenir à votre idée qu'il faut un deuxième temps après les grands bouleversements pour réfléchir. Alors vous prenez l'exemple de Hegel, évidemment, après les bouleversements de la Révolution française et du XVIIIe siècle, on a eu un moment hegelien où on s'est retourné, où un philosophe et quelques autres se sont retournés sur un passé qu'on venait de vivre, des crises qu'on venait de traverser pour essayer de faire le point, pour voir où on en était et surtout essayer de projeter sur un avenir. Et Marx a fait la même chose. Et aujourd'hui, à quel moment pourrions-nous nous arrêter, réfléchir à ce qui nous est arrivé et essayer de comprendre comment on pourrait se projeter dans un avenir quelconque? Je crois qu'il faut bien caractériser le moment où nous sommes, justement. Nous sommes dans le moment du retournement de ce qu'a été la mondialisation. Pas du tout dans sa fin. Non. La mondialisation, il faut faire avec, c'est devenu un état structurel permanent de la communauté mondiale. Simplement, c'est un événement qui s'est produit par surprise, qui a pris tout le monde au dépourvu, qui a suscité à un moment donné, dans les années 90, avec l'écroulement de l'Union soviétique et l'ouverture économique de la Chine, un moment d'optimisme, tout va bien, allons-y, il ne se passe rien. Au fond, il n'y a rien à comprendre, nous sommes passés dans un état naturel, pour ainsi dire, avec des thèmes comme la disparition des États-nations au profit d'une société civile mondiale, etc., les organisations internationales, le multilatéralisme. Ça, c'est fini. Ça, c'est fini. C'est-à-dire une certaine interprétation de la situation objective que représentait la mondialisation. Et ce que nous sommes en train de vivre, c'est très précis, c'est le retournement géopolitique de la mondialisation, c'est-à-dire la découverte par les Occidentaux de ce que les moyens que la mondialisation a permis d'accumuler dans les pays qu'on appelle absurdement aujourd'hui du Sud global, sont en train de se retourner contre nous. Et que, par exemple, je crois que profondément, l'élection de Donald Trump ne signale absolument pas la fin de la mondialisation, mais une phase d'adaptation des États-Unis à la mondialisation, où pour eux, ils ont très bien compris que la mondialisation, ils ont très bien compris le peuple américain dans sa masse profonde. On dit toujours que le peuple américain dans sa masse ne s'intéresse pas à la politique étrangère, mais je pense que l'élection de Trump signale que pour la première fois dans l'histoire américaine, le peuple américain a perçu quoi? Le péril que la situation de mondialisation créait pour la puissance américaine. Et Trump, c'est la réponse. C'est une riposte à cette situation et une réaffirmation dans un nouveau cadre, qui n'est plus celui du multilatéralisme sous l'égide de la Pax militaro-américaine, mais une situation dans laquelle les États-Unis vont devoir défendre leur leadership et l'affirmer contre un reste du monde hostile. C'est cette hostilité-là qui prend au dépourvu complètement le monde occidental, qui n'a pas le cadre intellectuel pour l'assimiler. Et on le voit à tous les niveaux. Je reviens à l'exemple d'actualité qu'évoquait Jean-Michel Blanquer en commençant. On voit bien que le gouvernement français ne sait pas quoi faire vis-à-vis de la dictature algérienne, tout simplement. Parce qu'a priori, l'avenir était à la concorde, à la réconciliation, à l'oubli des vieux contentieux. Non, parce qu'il y a effectivement un ressentiment et une fracture intellectuelle, cognitive, religieuse souvent, existentielle, avec ce
qu'on appelle le Sud global, qui fait qu'il se retourne violemment contre nous, et nous n'en sommes qu'au début. Je pense que c'est déjà cette situation-là qu'il faudrait bien clarifier pour savoir comment nous orienter. C'est-à-dire, les Occidentaux sont obligés de refaire ce qu'ils ont bien oublié depuis très longtemps maintenant, qui est de la stratégie, de la grande stratégie, comme on disait dans la tradition. L'état-major prussien qui en a fixé le modèle. Parce que nous sommes devant un monde mondialisé, mais où une partie de ce monde mondialisé se retourne contre celle qui a été le leader de cette... C'est la position, c'est le leadership qui était devenu inconscient, bénin, mais très mal ressenti néanmoins par les pays du Sud, qui est aujourd'hui en question. À partir de là, je crois que déjà, on aurait une mesure plus juste de ce qui est possible et de ce qu'il faut faire, qui est d'éviter une situation conflictuelle, en tout cas de la désamorcer dans toute la mesure du possible. C'est à la fois notre intérêt, je pense, l'intérêt global. Mais ça ne va pas de soi, parce que nous avons affaire à des régimes dangereux, qui sont en fait des régimes sur la défensive et agressifs parce qu'ils sont sur la défensive. Parce que malgré tout, on a beau faire, la mondialisation fait son office sur un plan, c'est l'occidentalisation culturelle et l'occidentalisation des valeurs politiques qui ont été développées d'abord en Occident. Ça pénètre partout, et c'est ce qui fait que nous avons affaire à des gens pour lesquels nous sommes un danger. Ce qui est étonnant, c'est le caractère irénique, je veux dire, un diplomate tout à fait pro-occidental, mais néanmoins enraciné dans le Sud global, me posait une question. Pourquoi êtes-vous gouverné par des imbéciles heureux? Je crains que c'est une perception assez partagée de l'autre côté. Et donc avec des imbéciles heureux, on peut y aller tranquillement, ils ne seront pas bien méchants. Hein, on a un peu de marge de manœuvre. Quelques questions dans la salle, assez rapides si c'est possible. Oui, merci pour ces pistes que vous nous avez données. Moi, j'ai envie de rebondir sur la question des droits et de leur rapport avec cette déliaison du rapport au collectif que vous avez évoqué. Est-ce qu'il n'y a pas un passage du droit 2 au droit 1, donc du droit de liberté au droit de créance, hein, donc droit 2, typiquement les droits de l'homme, droit 1, toutes ces revendications du droit 1, etc. Et avec cette idée que dans la prévalence de la notion de droit A, on a cette idée que l'individu n'est plus débiteur de la collectivité, mais au contraire, c'est la collectivité qui est débitrice de l'individu. On a aujourd'hui des formes de collectivité, d'idéologie où il est évident que l'individu est débiteur envers la collectivité. C'est la Oumma, par exemple, aujourd'hui, c'est la communauté des musulmans. Cette conception qui est très ancrée chez, disons, les islamistes, en tout cas une partie des musulmans. Et en revanche, on a aujourd'hui, notamment autour du mouvement woke, mais pas seulement, une très forte prévalence de la conception contraire, à savoir le droit de créance et la collectivité est débitrice envers l'individu. Et je me demandais, en vous écoutant, est-ce qu'il y a un lien causal entre la montée en puissance des droits de l'homme, droit 2, et l'arrivée extrêmement impressionnante dans la dernière génération de cette notion de droit créance, de droit A. Comment est-ce qu'on articule les deux? Alors, il faut faire attention à la notion de droit créance, parce que le droit A, c'est la demande de prestations diverses et variées à la collectivité, qui est de naissance dans l'idée des droits de l'homme. Hein. En fait, ça s'est manifesté dès la Révolution française. C'est Condorcet. C'est-à-dire qu'une société d'individus de droit doit à ces individus au moins l'éducation. C'est l'idée de Condorcet. C'est le premier droit de créance, en fait, qui s'est manifesté historiquement. Il y a eu accessoirement le problème qu'on appelait à l'époque des secours, hein, pour éviter le mot de charité, qui était l'aide matérielle aux gens en détresse, ou en situation de maladie, etc. Mais dans le droit, dans la nouvelle vision du droit, il y a tout simplement le droit
d'exister comme si on n'était pas en société. C'est le droit à vivre comme s'il n'y avait pas de société. Ce qui n'empêche pas de lui réclamer par ailleurs un tas de choses. Hein. Mais il y a deux significations différentes dans le droit à. Hein. Et je pense que ça, si vous voulez, les droits créants, c'était au fond l'âme du mouvement socialiste comme sensibilité au-delà de toute doctrine particulière. On est passé à quelque chose de tout à fait nouveau, qui est l'acception libertaire, radicale, de ce droit qui n'est plus une créance à proprement parler, ou plus exactement c'est une créance d'un genre spécial, c'est demander à la société de s'abstenir de tout contrôle à l'égard de sa conduite et de sa manière de vivre. C'est encore autre chose. Avec une injonction paradoxale, qui demande à la société de ne pas faire société. Oui, voilà. Le droit de vivre en société comme s'il n'y avait pas de société. Mais aux frais de la société, accessoirement. Ça devient très compliqué. Oui, merci pour votre conférence. Vous me permettrez une remarque de Méluciel. On est là pour ça. Dans la quatrième de couverture, vous écrivez qu'il faut repenser la démocratie. Est-ce que vous ne croyez pas, et c'est en partie dû à nos élites, qu'il y a une sacralisation et une idéalisation de la démocratie qui conduit à certaines des crises que nous connaissons? Parce que si on se reporte à l'Antiquité grecque, à Aristophane, je pense à une très belle comédie qui s'intitule Les Cavaliers, on voit bien que la démocratie était quand même le lieu de toutes les tensions, de tous les enjeux. Je renvoie aussi à la construction de Jacqueline de Romilly, qui idéalise la démocratie grecque, là où Lucien Camphora, lui, montre que la démocratie grecque est une impasse. Et moi, ce qui me frappe, c'est que les auteurs, on va dire, de l'ancien régime occidentaux évoquaient sans tabou les régimes, les gouvernements différents, la monarchie, pensez à l'introduction du prince de Machiavel, pensez à Rousseau, à Montesquieu, et qu'aujourd'hui on s'interdit de penser une autre organisation politique et sociale qui ne serait pas démocratique. Au nom de quoi? Est-ce qu'il n'y a pas là une espèce de sclérose ou de peur des esprits qui nous invite, qui nous bloque dans la réflexion, qui nous conduirait à réinventer un ailleurs sur fond de crise que nous connaissons parce que nous traînons des clichés, des préjugés, faute peut-être aussi d'une culture littéraire et philosophique un peu étoffée. Parce que je rappelle que Rousseau, pour la démocratie, c'est sur une petite échelle, et que la démocratie, qui fonctionnerait bien, repose sur la vertu. La vertu des citoyens, la vertu de l'élu. Qu'en est-il aujourd'hui de la vertu? Donc dans ce cas-là, est-ce que ça peut fonctionner? Pardonnez-moi ces petites remarques. C'est des remarques tout à fait stimulantes et justes. Je vous ferai remarquer simplement quelque chose. C'est que, en fait, ce que nous mettons sous le mot de démocratie, qui est rarement défini, ça, vous avez entièrement raison, englobe des choses très hétéroclites. Parce qu'il y a des monarchies démocratiques, dans le monde européen, il y en a même beaucoup. Hein, et les Espagnols, revenant à un exemple auquel on ne réfléchit peut-être pas assez, revenant à la démocratie après la dictature franquiste, vont chercher la monarchie comme garant de la démocratie. Donc ça témoigne d'une certaine instance assez remarquable de la complexité de ce régime. Par ailleurs, si on fait vous faisiez allusion à la typologie classique des régimes, il est clair que nos régimes que nous appelons démocratiques comportent une dose monarchique, hein, le rôle des exécutifs dans toutes les démocraties est prépondérant, ils composent une dose aristocratique ou oligarchique, on peut discuter, selon qu'on aime ou pas, on peut en discuter, qui fait qu'il y a une prépondérance de certains mondes sociaux sur d'autres, difficile à nier. Et puis il y a une composante démocratique qui n'est que subordonnée finalement, puisqu'elle se réduit. On est dans une situation très rousseauiste et vécue comme telle par beaucoup de gens dans nos sociétés. On nous demande de voter de temps en temps, et puis pour le reste, notre avis compte modestement. Donc, en fait, ce que nous appelons démocratie, c'est un régime extraordinairement composite, mais ce qui rend l'idée, toute autre idée que de la démocratie
indéfendable, c'est que nous avons acquis un principe de légitimité qui, lui, est insurpassable. Il n'y a de droit que de ceux premiers des individus, les droits de l'homme. Et ça, c'est le principe de légitimité qui veut dire que tout pouvoir doit être électif ou procéder du consentement. Les Anglais ne votent pas sur l'existence de la monarchie, mais il est clair qu'elle fait l'objet d'un consensus qu'on pourrait appeler démocratique, puisqu'ils sont personne n'est, à part une poignée de républicains héroïques dans un contexte hostile, personne ne réclame l'abolition de la monarchie. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre que des régimes électifs? Ce qui a gagné, c'est l'idée tout simplement du gouvernement représentatif. Cette idée ne permet pas de définir le contenu de la représentation et l'étendue de son action et ses modalités. C'est là où le bas blesse et c'est là où il y a à penser la démocratie, à mon sens, telle qu'elle est, en dehors de ces réflexions à partir, mais en dehors de ces réflexions du passé qui sont très instructives et qui sont indispensables, mais qui sont manifestement dépassées par un état de nos sociétés où nous avons affaire à autre chose. Et à une autre chose dont la difficulté est que cette autre chose nous empêche de penser un autre régime. Parce que j'attends avec... Quel est tantôt, l'alternative, c'est le pouvoir fort, mais naturellement un pouvoir électif, donc une manière de démocratie autoritaire. Tantôt, c'est la démocratie directe. C'est ça, on est enfermé dans ce cercle. On est dans une oscillation entre la démocratie directe et les autocraties plus ou moins bienveillantes. Donc vous voyez, je pense qu'il y a le travail à faire, il est sur l'état réel de nos sociétés que nous appelons démocratiques, qui ne répondent à aucun des modèles que nous connaissions jusqu'à présent, et en particulier les démocraties antiques, qui ont une vocation sympathique au service de la démocratie directe, c'est tout. Quand même, vous avez des alternatives en ce moment qui sont en train de monter, c'est par exemple le despotisme éclairé écologiste. Il y a quand même quelques auteurs qui nous expliquent que dans le cadre de la démocratie, nous ne remédierons pas à la pollution de la planète et au réchauffement climatique, et qui vont en passer par une dictature éclairée des experts scientifiques écologistes agréés ou agrégés, qui pourraient nous servir. Donc vous voyez qu'il y a quand même il y a des alternatives à la démocratie qui s'expriment. Et moi, je sens monter un désir dans certaines parties de la population d'autorité qui va jusqu'à la remise en cause, en tout cas dans les jeunes générations, c'est évident quand on voit les sondages dans l'ensemble de démocratie, on voit qu'il y a une aspiration à quelque chose de plus autoritaire, de plus protecteur, qui ne serait pas dans le cadre démocratique. Après, on peut en penser ce qu'on veut, enfin, ça existe. Non, mais alors, vous pouvez remarquer que vous avez évidemment raison, dans les faits, c'est bien ainsi que les choses se présentent, mais la question pendante sur laquelle tous ces professionnels de la contestation sont courts, c'est comment passe-t-on à ce despotisme éclairé? Là, il y a une difficulté. C'est-à-dire, c'est quoi? On prépare un coup d'État, on fait appel à l'armée, on fait une révolution avec des barricades, on s'empare de l'Élysée, pour le cas français. Pour moi, ne confondons pas des vœux pieux et qui font plaisir à ceux qui les défendent et des programmes politiques, c'est quand même pas pareil. La dictature écologique, démocratique et bien qu'éclairée, tout ça me paraît du bruit avec la bouche pour dire les choses comme vous les sentez. J'ai peut-être tort, mais j'attends ce programme de dictature du prolétariat écologique. Je la vois pas. Bonsoir, merci à vous pour cette conférence toujours éclairante. Donc, au départ des enchantements du monde, entourage, s'il en est, où vous parlez que en fait, le religieux a été l'affaire de tous les hommes depuis la nuit des temps. À l'origine, c'était le plus religieux à l'origine, de moins en moins religieux. Et donc aujourd'hui, on est passé d'une société autonome à une hétéronomie et une autonomie. Donc on est presque dans un nœud autonome. Je pourrais dire, donc, ma question, est-ce que vous voyez une sortie sans sortir de cette problématique de l'autonomie, et quelle pourrait être cette autonomie, cette nouvelle autonomie qu'on peut avoir, qui serait plus une autonomie, une hétéronomie en fait, telle qu'on l'avait dans l'enfance, avec les religions primaires, etc., mais une nouvelle autonomie, et si la réponse est oui, que devient le sacré, et comment on pourra avoir du sacré autour de cela? Est-ce que... Alors, je vous force un petit peu à faire à regarder vers l'avant, je sais que vous êtes toujours un tout petit peu réticent à le faire, mais comment vous pensez, vous voyez
je tends à penser que nous sommes enfermés maintenant dans une situation où seule l'autonomie nous est pensable. Je vois réapparaître à l'enseigne écologique, justement, des programmes d'hétéronomie écologique. Je ne vois pas bien ce que ça peut vouloir dire. Donc, nous sommes enfermés dans ce cadre. Et il est devenu notre cadre indispensable, en fait, à l'intérieur duquel beaucoup de choses sont possibles. Mais je ne crois pas. Il y a deux questions. Je crois que nous sommes dans un passage et qu'il y a un au-delà de ce passage. C'est-à-dire, je ne peux pas croire, ou plus exactement, quelque pessimiste que certains phénomènes puissent inspirer dans nos sociétés, que nous sommes plus incapables de résoudre les problèmes qui sont les nôtres que ne l'ont été nos devanciers, qui par exemple avaient affaire à des régimes totalitaires qui ne paraissaient pas simples à combattre dans les faits. Donc, il faut justement repenser ce que serait une autonomie viable. Bon, c'est dans ce sens-là que je travaille. Alors, ce que je ne vois pas à partir de la question que vous posez, c'est la place du sacré. C'est-à-dire qu'il y ait des communautés, qu'il y aura à l'intérieur d'un monde démocratique, quel qu'il soit, des communautés pour lesquelles ce sacré aura une portée, mais il n'aura pas de portée à l'échelle de la collectivité globale. C'est ça la nouveauté de la situation religieuse. Moi, je résume ça dans une formule très simple. Le religieux, ça a été, depuis qu'on connaît des sociétés humaines, le collectif par excellence. Le religieux, c'était le collectif. Et nous sommes passés dans une société où le religieux, qui n'a aucune raison de disparaître, est devenu l'individuel par excellence. Ce qui regarde la conscience intime de chacun et la possibilité de faire lien avec d'autres sur cette base. Ça fait partie de la liberté, de la possibilité de constituer des collectifs privés. Mais le sacré ne peut plus, à mon sens, avoir de pertinence collective organisatrice pour nos sociétés. Oui, bonsoir Marcel. Moi, je voudrais revenir sur la question de l'État-nation, parce que finalement, ce qu'on voit ressurgir, ce sont les empires qui s'adaptent à la mondialisation et certaines formes de communautarisme, de communauté. On fait collectif par le communautarisme. Et même certains communautarismes tendent à s'imposer à l'ensemble des autres qui sont hors communauté. Je ne reviens pas sur l'islamisme, mais à propos du wokisme, en fait, si les woke, les militants woke se contentaient de vivre dans leur communauté, la communauté des trans, la communauté des noirs, la communauté, etc., etc. Bon, à la limite, ça ne nous gênerait pas trop. Le problème, c'est qu'en fait, cette idéologie woke devient un politiquement correct qui s'impose à tous. Femmes, on vous croit. On vous croit. On est dans la croyance qui s'impose à tous. Là, on est vraiment dans un retour du religieux, me semble-t-il. Donc, comment peut-on revivifier la démocratie? Parce que bon, la démocratie, effectivement, il y en a plusieurs formes concrètes, politiques, mais grosso modo, la démocratie, ça s'oppose à l'autoritarisme, hein, si on reprend effectivement la notion de consentement et de libre choix. L'exercice du libre choix, c'est ça la démocratie. Après, on l'organise de façon diverse, bon, ok. Mais comment peut-on faire pour revivifier l'esprit démocratique, je dirais, dans un cadre où l'État-nation disparaît face à ces nouveaux totalitarismes impériaux et communautaristes? Alors, première observation, ces nouveaux
systèmes autoritaires, ces autocraties, ne sont pas communautaristes. Alors, en général, ils n'aiment pas du tout ça. C'est déjà rassurant. Il y a une contradiction chez l'adversaire. Exploitons-la au maximum. Parce que par définition, les autoritaristes n'aiment pas les choses qui échappent à leur emprise. Donc, bon. Est-ce qu'il y a... Alors, je crois qu'il faut faire très attention à l'emploi des mots. Empire me paraît totalement inadéquat. Si on vise par comportement impérialiste une ambition de domination, on a affaire à des impérialismes, mais des impérialismes où il n'y a pas d'empire. Parce que l'empire, ça désigne une forme politique extrêmement précise, expansionniste. Prenons l'exemple, celui qui nous concerne au premier chef. Indéniablement, Staline visait à faire un empire soviétique sur l'Europe. Au moins, le monde idéalement, ça c'était pour demain. Est-ce que Poutine vise à nous infliger à l'échelle européenne sa domination idéologique en établissant la religion orthodoxe partout comme la seule légitime? Parce que c'est quand même un drôle de... Non, il n'y a pas de... Le mot empire désigne uniquement, et c'est l'héritier de la dénonciation de l'impérialisme, ne désigne en réalité des projets de domination qui n'impliquent pas des formes impériales. Il n'y a pas d'empire. Je ne pense pas que les Chinois ne cherchent pas à conquérir l'Asie dans sa totalité, le monde encore moins. On a affaire à autre chose qu'il faut penser spécifiquement. Et je dirais la même chose pour les communautés. Les communautarismes auxquels nous avons affaire ne sont pas des vraies communautés. Une communauté, encore une fois, c'est quelque chose de très précis sociologiquement. C'est un groupe social qui est capable de donner sa loi à ses membres. Est-ce que nous sommes devant de telles communautés? Non, nous avons affaire à des alliances de gens très divers. Dans le cadre de l'islamisme, on peut voir assez facilement si on se renseigne sur ce qui se passe, mais on n'a pas affaire à des communautés. Il y a une revendication de communauté et une affirmation de communauté que moi j'interprète un peu autrement, c'est-à-dire que vous, c'est-à-dire comme l'exploitation d'une situation d'extrême faiblesse des autorités publiques de nos sociétés, où des entrepreneurs politiques ont compris qu'avec des forces très faibles, et c'est un certain nombre de relais où la mollesse intellectuelle, pour ne pas dire le ramollissement cérébral des médias joue un rôle assez crucial, ils peuvent essayer d'imposer ce qui est une demande de reconnaissance, et qui ne vit que de l'extrême faiblesse de la majorité. Je pense que l'une des premières tâches des démocraties d'aujourd'hui, c'est de remettre au premier plan le principe majoritaire. La majorité doit respecter les minorités, et il faut toutes les formes institutionnelles qui permettent cette garantie, mais c'est la majorité qui fait loi. Et je pense qu'il y a une crise du principe majoritaire dans les démocraties d'aujourd'hui, sur toute une série de raisons où le brouillage des identités politiques joue un très grand rôle. Mais c'est pas une situation, si je puis dire, il y a une force sociale qui n'est pas mobilisée pour remettre les pendules à l'heure face à des minorités. Je veux dire, nous ne sommes pas voués à la dictature de la majorité, mais nous ne sommes encore moins voués à la dictature des minorités. Et cet équilibre-là, il est aujourd'hui, je pense, à rétablir pour de bon à l'intérieur des démocraties. Je pense que la difficulté illustrée par tous nos débats publics en permanence est là. C'est-à-dire, où est la majorité? Elle n'a pas le droit d'exister, pour ainsi dire. C'est quand même le principe de base de la vie démocratique. Il y a un dicton anglais qui dit « Majority must have his way, minority must have his say ». Une dernière question. Merci. Que pensez-vous de l'incidence du numérique, justement, sur ces changements civilisationnels? Parce qu'effectivement, ça rend l'impression d'une certaine façon les institutions démocratiques un peu obsolètes par certains points. Je donnerai un exemple particulier, c'est notamment de l'abstentionnisme que l'on déplore à chaque élection, alors que les mêmes qui refusent d'aller voter s'expriment à travers sans arrêt des forums, des pétitions de tout genre, et ça avec une activité extrêmement intense. Donc ça, c'est des choses qui sont quand même un tout petit peu étonnantes, ça modifie quand même la perception d'expression démocratique.
Et la deuxième chose, je voudrais rebondir aussi sur le numérique, ce que vous avez dit sur l'éducation tout à l'heure, fort contact. On observe aussi, on a l'impression qu'une génération jusqu'à maintenant, la transmission du savoir est faite des anciens vers les jeunes, et le numérique a complètement inversé cette tendance. Alors, est-ce que ça ne déstructure pas, ou est-ce que ça ne participe pas à la déstructuration de la société? Le numérique est un nouvel avatar d'un phénomène qui structure nos sociétés depuis l'apparition des chemins de fer, en gros, hein, c'est-à-dire l'existence de réseaux qui confèrent une liberté particulière aux acteurs. Le numérique a eu, pour moi, un impact majeur sur l'individualisation de nos sociétés et dans la manière la plus pernicieuse. La philosophie des réseaux numériques, c'est la philosophie des liens choisis. Vous avez pour interlocuteurs les gens que vous choisissez d'avoir et vous pouvez exclure les autres. Or, une société, c'est la coexistence avec des gens que vous ne choisissez pas, qui ont de bonnes chances d'être vos contradicteurs. C'est pour ça qu'on a imaginé des procédures démocratiques pour assurer la circulation des idées entre des gens qui, a priori, peuvent ne pas s'entendre. Et or, les réseaux numériques ont été un vecteur incomparable de privatisation de nos sociétés. Il n'y a plus que des liens privés, idéalement dans la tête des acteurs, il n'y a plus que des liens interpersonnels. Mais un lien social, ce n'est pas un lien interpersonnel, c'est un lien avec une personne dont vous ne savez rien, et que vous pouvez rencontrer, qui va être en concurrence, en opposition avec vous. Je pense que dans la perte de l'idée même de société, le numérique joue un rôle déterminant. Alors, ces effets sociaux vont dans tous les sens, hein, mais je serais moins catastrophiste que vous pour l'idée d'éducation. Je pense que cet esprit libertaire, spontané, qui est celui des liens numériques, joue un rôle paralysant vis-à-vis de l'éducation, mais c'est pas parce que les petits jeunes ont une meilleure idée de l'avenir que leurs parents. C'est parce qu'ils prétendent avoir un rapport au passé individuel. J'apprends ce que j'ai envie d'apprendre et je l'apprends sur les modalités qui sont les miennes. Mais ils apprennent ce qui existe. Qu'est-ce que vous voulez apprendre d'autre que ce qui existe? Donc la capacité futurologique de nos jeunes générations ne me paraît pas du tout établie. Mais je pense même le contraire. Moi, je les trouve très passéistes, en fait, en général. Sans le savoir, en revendiquant le contraire. Mais ne prenons pas leur langage pour la vérité de ce qu'ils sont.